Un mari infidèle, James, abandonna sa femme dans ses derniers jours et amena son amante aux funérailles. Tout ce qui l'intéressait était de savoir ce qu'elle avait laissé dans son testament. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que sa femme avait planifié une dernière surprise. Quand il découvrit ce que c'était, un frisson lui parcourut le dos. Les couloirs impolis de l'hôpital Mount Sinai à Manhattan résonnaient du bip constant de l'équipe médicale, un son qui était devenu trop familier à Emily Harrison au cours des 8 derniers mois. La lumière du soleil d'automne filtrait à travers les rideaux verticaux, projetant des ombres sur son lit d'hôpital. À l'âge de 34 ans, les traits auparavant vibrants d'Emily avaient été émaciés par une chimiothérapie agressive. Ses cheveux blonds avaient depuis longtemps été remplacés par des foulards de soie colorés que sa sœur Olivia lui apportait chaque semaine. Ce mercredi matin particulier, Emily était appuyée sur ses oreillers, touchant distraitement l'alliance en diamant qui pendait maintenant lâchement à son doigt mince. Il était supposé que son mari James lui avait rendu visite hier, mais il avait appelé avec une autre excuse concernant une importante réunion d'actifs qui ne pouvait pas être reportée. C'était la 3e fois ce mois-ci. « Madame Harrison !» La douce voix du Dr. Rachel Chen sortit Emily de ses pensées. L'oncologue était à la porte avec un morceau de papier à la main. Son expression était soigneusement neutre. Elle avait envie d'avoir une conversation sur les résultats de ses derniers tests. Emily esquissa un faible sourire. « Bien sûr, Dr. Chen, même si j'ai le sentiment de déjà savoir ce que vous allez dire. » Avant que le médecin ne puisse répondre, des pas rapides se firent entendre, et Olivia fit irruption dans la pièce, son sac de créateur se balançant sauvagement. « Je suis là, je suis désolé d'être en retard. Le trafic était absolument fou sur la 5e avenue. » Elle se précipita aux côtés d'Emily, prenant la main de sa sœur. À 31 ans, Olivia était l'image vivante de ce qu'Emily avait l'habitude d'être. Grande, athlétique, avec les mêmes cheveux blonds miel et de chauds yeux bruns. « Vous arrivez juste à temps, » dit le Dr. Chen, fermant la porte derrière elle. J'étais sur le point de discuter des résultats du dernier scanner d'Emily. L'atmosphère dans la pièce devint tendue lorsque le Dr. Chen prit une chaise et commença à expliquer les nouveaux développements. Le cancer s'était propagé plus agressivement qu'ils ne l'avaient anticipé. Le traitement expérimental, qu'ils espéraient leur donner plus de temps, ne fonctionnait pas comme prévu. Emily écoutait avec une expression étrangement calme, tandis que la prise d'Olivia sur sa main se resserrait progressivement. « Combien de temps ?» demanda Emily d'une voix ferme. Le regard professionnel du Dr. Chen s'adoucit légèrement. « Sans une intervention agressive, 3 ou 4 mois tout au plus. Je suis désolé, Emily. » Olivia laissa échapper un soupir de soulagement, mais Emily se sentait simplement comme si elle avait reçu confirmation de quelque chose qu'elle soupçonnait depuis longtemps. « Merci d'être honnête avec moi, Dr. Chen. » Après le départ du médecin, Olivia se tourna vers sa sœur, les larmes coulant sur son visage. « Nous devons appeler James. Il aurait dû être là pour ça. » Soudain, les lèvres d'Emily se courbèrent en un sourire amer. « Il est occupé, Liv. Réunion importante. Tu sais comment c'est. » « Occupé? Occupé? » La voix d'Olivia s'éleva brusquement. « C'est ton mari, pour l'amour de Dieu. Et où diable a-t-il dépensé l'héritage de tante Martha? Parce que ce n'était certainement pas pour ton traitement. » Liv. Un coup à la porte interrompit leur conversation. Sarah Powell, l'une des infirmières les plus récentes de l'étage, entra avec les médicaments d'Emily. Grande, frappante, avec des cheveux foncés parfaitement coiffés et des uniformes d'apparence scooters. Sarah ne travaillait à l'étage d'oncologie que depuis quelques mois. « Il est temps de prendre vos médicaments du matin, Madame Harrison, »
annonça-t-elle avec un sourire éclatant qui n'atteignait pas ses yeux. Pendant que Sarah administrait les médicaments, Emily ressentit soudain une vague de nausées différentes de ses symptômes habituels. Courant aux toilettes, elle y parvint à peine à temps. Olivia la suivit, tenant les cheveux de sa sœur pendant qu'elle vomissait. « C'est nouveau, » dit Olivia, inquiète. « Nous devrions rappeler le Dr. Chen. » Mais Emily resta immobile. Une étrange expression traversa son visage. « Liv, » murmura-t-elle. « Quelle est la date aujourd'hui? »« 15 octobre. Pourquoi? » Les mains d'Emily commencèrent à trembler. « J'ai du retard, très en retard. »« En retard pourquoi? » demanda Olivia, avant qu'une compréhension soudaine n'apparaisse sur son visage. « Oh mon Dieu, Emily, tu dis... »« J'ai besoin d'un test de grossesse, » dit Emily, d'une voix tremblante. « Maintenant. » L'heure suivante se passa dans un tourbillon d'activités. Olivia se précipita à la pharmacie de l'hôpital, revenant avec un test. Quand les 2 lignes roses apparurent, Emily les regarda avec incrédulité, ses larmes brisant enfin son visage composé. « Ça ne peut pas arriver, » murmura-t-elle. « Les médecins ont dit que la chimiothérapie rendrait cela impossible. »« Nous devons prévenir James, » insista Olivia, sortant déjà son téléphone. « Non. » Emily attrapa le poignet de sa sœur avec une force surprenante. « Pas encore. J'ai besoin de temps pour digérer ça. » Mais tandis qu'Emily gisait dans son lit d'hôpital cette nuit-là, seule avec ses pensées, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. La façon dont James agissait dernièrement, l'argent manquant de ses comptes, les excuses constantes. Et il y avait quelque chose chez Sarah, la nouvelle infirmière. Quelque chose dans la façon dont il regardait Emily avec ses yeux calculateurs. Emily était loin de se douter qu'à ce moment précis, James Harrison signait le chèque pour un premier versement d'un luxueux penthouse dans l'Upper East Side. De l'autre côté de la table, Sarah Powell, qui n'était infirmière que depuis peu de temps, glissait ses doigts le long du bord de son verre de vin. Un sourire triomphant sur ses lèvres parfaitement maquillées. « Pour les nouveaux départs », murmura-t-elle, levant son verre. James heurta son verre contre le sien, sans la moindre trace de culpabilité sur son visage. « Pour nous, » répondit-il, « et pour la généreuse tante Martha d'Emily, qu'elle repose en paix. » Le vent automnal hurlait devant les fenêtres du restaurant Cher, apportant avec lui les premiers signes de l'hiver approchant. Mais la véritable tempête qui se préparait ferait paraître le temps calme, comparé aux révélations dévastatrices qui approchaient. La révélation de sa grossesse provoqua des vagues dans le monde soigneusement construit par Emily, transformant ces derniers mois en quelque chose de beaucoup plus complexe qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Dans les jours qui suivirent la découverte, elle était divisée entre l'espoir et le désespoir, entre le miracle qui grandissait en elle et le cancer qui la consumait. Une semaine après le test de grossesse, Emily s'assit dans le bureau du Dr. Chen, accompagnée d'Olivia. Le visage de l'oncologue était sérieux alors qu'elle examinait la dernière prise de sang d'Emily. « La situation est très compliquée, » dit le Dr. Chen avec précaution. « Votre grossesse est à grand risque, Emily, et la poursuivre signifie que nous devrons modifier considérablement votre plan de traitement. Certains traitements devront être complètement suspendus. »« Qu'est-ce que cela signifie pour votre temps? » demanda Olivia, avec un murmure à peine audible. Le silence du Dr. Chen fut éloquent avant qu'elle ne réponde finalement. « Au lieu de 3 ou 4 mois, nous pourrions parler de 6 à 8 semaines, peut-être moins. » La main d'Emily se porta instinctivement à son ventre, à plat. « Et le bébé? » Avec une intervention immédiate et un repos au lit,
il y a une petite possibilité que le bébé puisse survivre assez longtemps pour être viable. Mais Emily, vous devez comprendre, mener cette grossesse à ce point signifierait presque certainement sacrifier le peu de temps qu'il vous restait. Le poids de la décision flottait dans l'air. Emily ferma les yeux, ses larmes coulant sur ses joues gercées. « Je veux essayer », murmura-t-elle. « Ce bébé est ma dernière chance de laisser quelque chose de moi-même. » Plus tard cet après-midi-là, Emily trouva finalement le courage d'appeler James. Le téléphone sonna 5 fois avant d'aller à la messagerie vocale. Elle réessaya. Et encore. Au 4e essai, il répondit enfin, avec un son irrité. « Emily, je suis en pleine affaire importante. James, j'ai besoin que tu viennes à l'hôpital. Il y a quelque chose dont nous devons discuter. Quelque chose d'important. » Il y eut une pause, suivie de voix étouffées en arrière-plan. « Tu ne peux pas attendre demain? Je suis en train de conclure une affaire importante ici. »« Non, tu ne peux pas attendre. James, je... » « Écoute, chérie, je dois y aller. Les clients attendent. J'essaierai de passer demain, d'accord? » La ligne fut coupée avant qu'Emily ne puisse répondre. Elle regarda le téléphone dans sa main, un étrange sentiment d'engourdissement se répandant dans sa poitrine. Olivia, qui avait fait semblant de ne pas entendre, ne put plus se contenir. « C'est fait. Je vais engager un détective privé. »« Liv, non. »« Non, Emily. Ça dure depuis trop longtemps. Il n'a presque pas été là pour toi. Il a inventé des excuses pour l'argent de l'héritage de tante Martha. Et maintenant, il ne prend même pas la peine de venir à l'hôpital quand sa femme mourante a besoin d'elle. Quelque chose ne va pas. » Emily voulait discuter, mais elle était trop fatiguée. De plus, une partie d'elle avait commencé à soupçonner qu'Olivia avait raison. La façon dont la nouvelle infirmière, Sarah, semblait toujours être proche lorsque James lui rendait visite. Les conversations téléphoniques murmurées qu'elle avait entendues dans le couloir. Les lacunes croissantes dans leurs comptes joints. 2 jours plus tard, Olivia fit irruption dans la chambre d'Emily à l'hôpital, le visage rougi de colère et les mains tenant une enveloppe cartonnée. « Tu dois voir ça, » dit-elle d'une voix tremblante. Le détective privé travaille vite. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des dizaines de photographies. James et Sarah dans des restaurants chers. James et Sarah entrant dans un immeuble luxueux. James et Sarah faisant du shopping chez Tiffany's. Mais c'est la dernière photo qui fit bouillir le sang d'Emily. James et Sarah s'embrassant passionnément devant l'hôpital Mount Sinai, juste sous la fenêtre de la chambre d'Emily. « Il y a plus », dit gravement Olivia, sortant des reçus bancaires et des titres de propriété. « Il a liquidé ton héritage. Presque 4 millions de dollars, Emily. Il les a dépensés pour elle. Des bijoux, un penthouse, des voyages coûteux. Et regarde, Sarah n'est même pas une vraie infirmière. Elle a obtenu le poste en utilisant de fausses références, probablement pour te surveiller. » Emily regarda les preuves de la trahison de son mari, sentant que quelque chose grandissait en elle. Mais, avec la douleur, vint autre chose, une colère froide et claire qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Depuis combien de temps? » demanda-t-elle d'une voix basse. Selon le détective privé, au moins 6 mois. Ils se sont rencontrés à un bar juste après ton diagnostic. Elle savait exactement qui il était. Qui tu étais. Et à propos de l'argent de tante Martha. C'était calculé, Emily. Cette nuit-là, alors qu'Emily restait éveillée dans son lit d'hôpital, elle commença à planifier. Le bébé en elle ne pouvait pas survivre. Elle ne pouvait pas survivre. Mais elle s'assurerait que James Harrison se souvienne d'elle jusqu'au jour de sa mort. Pendant les semaines suivantes, Emily mit son plan en œuvre et passa plusieurs appels privés
à l'ancien avocat de sa tante, M. Davidson, qui avait toujours eu une affection particulière pour elle. Elle fit rédiger de nouveaux documents, modifia son testament et mit en place une série d'événements qui auraient lieu après sa mort. James continua son modèle de visite courte et distraite, ne restant jamais plus de 15 minutes. Il n'avait pas encore remarqué sa grossesse, bien qu'elle commençât à se voir. Ce n'était pas que ça importait. Elle avait perdu le bébé 3 jours après avoir vu les photos, le stress et son corps affaibli, étant incapable de maintenir la petite vie en elle. Elle ne parla pas à James de l'avortement spontané. Elle ne lui dit rien. Sarah continua ses quarts de travail, ignorant apparemment qu'Emily savait tout. La femme eut l'audace de montrer de l'inquiétude, de toucher Emily avec une fausse sympathie tout en administrant les médicaments. Chaque contact était une brûlure, maintenant qu'Emily connaissait la vérité. Un après-midi particulièrement audacieux, Sarah essaya même d'engager la conversation, tout en changeant la perfusion intraveineuse d'Emily. « Votre mari semble si dévoué, » dit Sarah, sa voix dégoulinante de fausse douceur. « Ça doit être difficile pour lui de vous voir ainsi. » Emily regarda directement dans les yeux de Sarah, son regard ferme. « Oui, James a toujours été doué pour jouer le dévot. Dites-moi, Sarah, aimez-vous le collier d'émeraude qu'il vous a acheté? Celui de Tiffany's? » Le sac de sérum glissa des mains de Sarah, le liquide coulant sur le sol. Son visage parfaitement composé se fissura un instant, révélant la créature calculatrice en dessous. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » marmonna Sarah, reprenant rapidement son calme. « Non? » La voix d'Emily était douce, presque suave. « C'est étrange, car j'ai une belle photographie de vous en train de le regarder pendant que vous embrassiez mon mari juste devant cet hôpital. Le verre vous va vraiment bien. » Sarah s'enfuit de la pièce, laissant la perfusion intraveineuse goûter sur le sol. Elle ne revint jamais à l'étage d'Emily après ce jour, appelant pour dire qu'elle était malade et finissant par démissionner de son travail. Alors que l'état d'Emily se détériorait rapidement, elle concentra toute son énergie restante sur la finalisation de ses plans. Davidson lui rendait fréquemment visite, l'aidant à tout organiser dans les moindres détails. Les yeux du vieil avocat se remplissaient souvent de larmes pendant qu'il travaillait, mais Emily restait avec un regard clair et concentré. « Êtes-vous sûr de cela? » lui demanda-t-il un après-midi, après qu'ils aient fini de signer les derniers documents. « Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. » Emily toucha le simple miroir qu'elle lui avait demandé d'apporter, une vieille pièce avec un cadre en argent orné. « Je suis sûr, Monsieur Davidson. Parfois, la punition la plus cruelle n'est pas de tout prendre à quelqu'un, c'est de le forcer à se regarder et à voir ce qu'il est vraiment devenu. » Olivia, qui s'était à peine éloignée de sa sœur pendant tout cela, craignait que le désir de vengeance d'Emily ne consume ses derniers jours. Mais Emily semblait plus en paix qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Je sais que tu penses que je perds mon temps avec ça, » dit-elle à sa sœur un soir, alors qu'elle partageait un pot de glace. « Mais ce n'est pas seulement une question de vengeance, Liv. C'est une question de justice. C'est s'assurer que quand je partirai, James ne pourra jamais oublier ce qu'il a fait. Chaque fois qu'il se regardera dans un miroir, chaque fois qu'il verra son propre reflet, il se souviendra. Et peut-être, juste peut-être, il y réfléchira à 2 fois avant de faire ça à quelqu'un d'autre. » Alors qu'octobre se transformait en novembre et que novembre commençait à s'estomper en décembre, l'état d'Emily s'aggravait drastiquement. Le cancer se propageait plus rapidement que quiconque ne l'avait anticipé, accéléré par le stress de la perte de la grossesse et de ses traitements interrompus. James, apparemment inconscient du changement de comportement de sa femme, poursuivait ses visites occasionnelles. S'il remarqua que Sarah ne travaillait plus à l'hôpital,
il ne le mentionna jamais. Il était trop occupé avec son téléphone, avec ses réunions importantes, avec la vie qu'il construisait sur les fondations de la souffrance de sa femme. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Emily avait déjà mis en marche les rouages de son acte final. Les papiers étaient signés, les arrangements faits, et le piège tendu. Tout ce qui restait était à Emily de fermer les yeux pour la dernière fois, quelque chose qui, selon le Dr. Chen, allait arriver très bientôt. Quand la première neige de l'hiver commença à tomber devant la fenêtre de son hôpital, Emily Harrison sourit faiblement, pensant à la tempête qui allait bientôt envelopper le monde de mensonges soigneusement construit par son mari. Le miroir était emballé dans le tiroir de sa table de nuit, attendant son moment de refléter la vérité à l'homme qui l'avait trahi. Matin de décembre, particulièrement froid, James fit une apparition inattendue à l'hôpital. Pour une fois, il ne portait pas son costume coûteux habituel, mais des vêtements informels, un signe clair qu'il venait d'un autre endroit que le travail. L'odeur d'un parfum inconnu s'accrochait à son cou. « Emily, » dit-il, essayant d'avoir l'air inquiet. « J'ai réfléchi à vos options de traitement. J'ai dû prendre des décisions difficiles concernant l'argent de l'héritage. » Emily le regarda avec une intensité calme tandis qu'il tournait dans la pièce, donnant un discours soigneusement répété sur la perte d'investissement et les chutes du marché. Il remarqua qu'il ne la regardait pas dans les yeux, que ses mains jouaient avec son alliance, une habitude nerveuse qu'il avait développée ces derniers mois. « Le fait est, continua-t-il, la plupart de l'argent est investi dans des placements à long terme. Peut-être devrions-nous envisager de vous transférer dans un établissement moins cher. » Olivia, qui était restée tranquillement assise dans le coin, se leva soudain. « Es-tu sérieux, James? Moins cher? Tu veux dire une installation dont tu ne remarquerais pas si ces infirmières avaient de fausses références? » La tête de James se redressa soudainement. Son visage pâlit légèrement. « De quoi parles-tu? »« Oh, je pense que tu sais exactement de quoi je parle, » dit Olivia. « Combien de temps pensais-tu pouvoir le cacher? La romance? L'argent? MacDonne? »« Assez, » interrompit Emily d'une voix calme mais ferme. « Je suis au courant pour Sarah, James. Je suis au courant pour le penthouse, les bijoux, les voyages. Je sais tout. » Le silence qui suivit fut assourdissant. James resta immobile, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Puis quelque chose changea dans son expression. Le masque du mari aimant tomba pour révéler quelque chose de plus froid, de plus calculateur. « Bien, » dit-il, d'une voix plus dure maintenant. « Tu veux la vérité? Oui. Je suis avec Sarah. Oui, j'ai dépensé l'argent. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Aïe? Rester ici et te regarder mourir? Gâcher ma vie dans les chambres d'hôpital? Sarah me rend heureuse. Elle me fait me sentir vivante. » Emily absorba chaque mot cruel sans broncher, tandis qu'Olivia semblait prête à l'attaquer physiquement. Mais Emily posa une main de retenue sur le bras de sa sœur. « Sors d'ici, » dit Emily calmement. Et James ne prend pas la peine de revenir. Il partit sans dire un mot. La porte se referma derrière lui avec un clic décisif. Ce n'est qu'alors qu'Emily se permit de pleurer, des larmes silencieuses coulant sur son visage, tandis qu'Olivia l'enlaçait. Cette nuit-là, M. Davidson fit une autre visite, apportant avec lui les dernières ébauches du testament révisé d'Emily et plusieurs autres documents importants. « Tout est en ordre », l'assura-t-il, ses yeux bienveillants remplis de sympathie. « Les offres ont été établies, les dons organisés, et le moment des révélations soigneusement planifié. Êtes-vous absolument sûr pour le miroir? » Emily toucha la surface lisse du vieux miroir, plus certaine que jamais. James a passé toute sa vie à ne voir que ce qu'il veut voir dans son reflet,
Il est temps qu'il voie la vérité. Alors que décembre avançait, la santé d'Emily déclina rapidement. Le cancer se propageait agressivement maintenant, et la douleur était devenue presque insupportable. Malgré tout, il s'en tint à son plan, trouvant de la force dans la connaissance que justice serait enfin rendue. James ne revint jamais à l'hôpital après sa confession. Selon le détective privé, qui continuait d'envoyer des mises à jour à Olivia, lui et Sarah avaient pris des vacances luxueuses aux Maldives, utilisant le dernier argent de l'héritage d'Emily pour séjourner dans une villa sur l'eau qui coûtait des milliers par nuit. « Tu vas tout perdre », dit Olivia un soir en examinant le dernier rapport du détective privé. « Le penthouse, les voitures, les investissements, tout est en ton nom. » Quand la vérité éclatera, Emily termina faiblement. Elle n'avait plus rien que son propre reflet, et ce serait sa plus grande punition. Mais la chambre d'hôpital était devenue une sorte de centre de commandement, M. Davidson et Olivia travaillant sans relâche pour s'assurer que chaque détail du plan d'Emily était parfait. Le miroir attendait dans son tiroir. Son cadre plaqué argent brillait chaque fois que le tiroir s'ouvrait, comme une promesse de justice à venir. Alors que l'année touchait à sa fin, Emily sentait ses forces s'éteindre, mais elle restait ferme, déterminée à mener son plan à terme. La scène était prête, les acteurs étaient en position. Et bientôt, très bientôt, James Harrison apprendrait le véritable coup de sa trahison. La nuit où Emily Harrison mourut fut d'une froideur amère, la neige tombant silencieusement devant la fenêtre de sa chambre d'hôpital. Elle mourut tranquillement dans son sommeil, tenant la main d'Olivia, le vieux miroir soigneusement rangé dans le tiroir de sa table de chevet. C'était le 31 décembre, le dernier jour d'une année qui avait tout changé. James et Sarah étaient toujours aux Maldives lorsque l'appel arriva. Olivia avait insisté pour être celle qui annoncerait la nouvelle, d'une voix froide et clinique, informant son beau-frère du décès de sa femme. « Les funérailles sont dans 3 jours, » dit-elle sans fioriture. « Essayez de vous éloigner de vos vacances assez longtemps pour y assister. Vous ne voulez pas que les gens parlent, n'est-ce que pas? » Les funérailles eurent lieu à la cathédrale Saint-Patrick, un grand événement qu'Emily avait méticuleusement planifié. Elle avait spécifié chaque détail, des roses blanches qui ornaient son cercueil à la musique jouée. L'église était pleine de patients, d'amis, de familles, de collègues, et même la décoration, qui était assis tranquillement à l'arrière, les yeux rougis. James arriva exactement 7 minutes avant le début du service, portant un costume noir sombrement approprié qui conservait encore la fraîche odeur des étiquettes des grands magasins. Sarah eut l'audace de l'accompagner, bien qu'au moins elle ait eu le bon sens de s'asseoir plusieurs rangées en arrière, essayant de se fondre dans la foule. Tout au long du service, James joua parfaitement le rôle du veuf affligé, ses yeux secs avec un mouchoir monogrammé. Il accepta les condoléances avec un air dévasté, bien rodé, et parvint même à prononcer un bref éloge funèbre, ce qui fit chercher leur mouchoir à plusieurs vieilles tantes. « Emily était l'amour de ma vie », déclara-t-il depuis la chaire, d'une voix étouffée par l'émotion fabriquée. « Elle s'est battue avec tant de courage, et j'étais avec elle à chaque étape. » Au premier rang, les phalanges d'Olivia blanchirent alors qu'elle pressait l'accoudoir, tandis que M. Davidson, assis à côté d'elle, avait une expression qui aurait pu être un sourire moqueur. Le véritable drame, cependant, commença 3 jours après les funérailles, lorsque James reçut un appel du bureau de M. Davidson, lui demandant sa présence pour la lecture du testament d'Emily. La secrétaire de l'avocat précisa qu'il devait venir seul, sans invité ni représentation légale. James arriva au bureau de l'avocat vêtu d'un autre nouveau costume.
bleu marine à fines rayures. Il se comporta avec la confiance d'un homme qui espérait hériter de millions. Sarah l'attendait dans un café de l'autre côté de la rue, sans aucun doute déjà en train de planifier comment ils dépenseraient leur fortune. La salle de conférence où M. Davidson le reçut était imposante, avec des boiseries sombres et des vues sur Central Park couverts de neige. Olivia était déjà là, ainsi qu'un avocat et un vidéaste. Une autre des demandes spécifiques d'Emily. « Avant de commencer, » dit M. Davidson, ajustant ses lunettes à monture métallique. « Madame Harrison a laissé des instructions explicites pour que cette procédure soit entièrement enregistrée. Je suppose que vous n'avez aucune objection. » James serra sa main avec désintérêt. « Bien sûr que non. Allons-y. » M. Davidson ouvrit un élégant dossier en cuir et commença à lire. « Moi, Emily Catherine Harrison, étant dans mon jugement et mon corps sain, par la présente, je déclare que ceci est ma dernière volonté. » Ce qui suivit ne fut rien de moins que théâtral. Viennent d'abord les petites legs, des bijoux aux cousins, des livres aux amis, sa collection d'art à plusieurs musées. Puis M. Davidson s'éclaircit la gorge et passa au plat de résistance. Quant au reste de mes biens, y compris tous les fonds hérités de ma défunte tante Martha Harrison, toutes les propriétés achetées avec lesdits fonds et tous les investissements faits avec eux, James se pencha légèrement en avant avec un éclat affamé dans les yeux. Par la présente, je lègue la totalité de ces biens, évalués à environ 4 millions de dollars, à être divisés également entre les organisations caritatives suivantes: la Société américaine du cancer, la recherche oncologique de l'hôpital Mount Sinai et la Coalition nationale contre la violence domestique. La couleur quitta le visage de James. « Quoi? » M. Davidson continua, apparemment inconscient de l'angoisse de James. « J'ordonne que toutes les propriétés achetées avec mon héritage, y compris mais sans s'y limiter l'appartement de type penthouse au 740 Park Avenue, soient liquidées immédiatement et les bénéfices alloués aux organisations caritatives susmentionnées. « C'est ridicule, » dit James en se levant de sa chaise. « Elle ne peut pas faire ça. Cet argent était pour moi. » « Je suis son mari. Veuillez vous asseoir, Monsieur Harrison. Il y a plus. » James s'effondra de nouveau dans sa chaise, sa façade soigneusement maintenue. S'effondrant. « Mon mari, James Alexander Harrison, » lut M. Davidson, sa voix prenant une qualité presque théâtrale. « Je lui laisse 2 choses. Premièrement, cette lettre à lire immédiatement. » Il sortit une enveloppe de couleur crème et la donna à James, qui la prit d'une main tremblante. « Et deuxièmement, » continua M. Davidson, tandis qu'Olivia glissait sa main sous la table de conférence et sortait un paquet enveloppé dans du tissu familial, ce miroir. James regarda le vieux miroir tandis qu'Olivia le plaçait devant lui, son cadre argenté brillant sous les lumières du bureau. Les doigts tremblants, il ouvrit la lettre d'Emily et commença à lire à voix haute selon les instructions de M. Davidson. « Mon cher James, au moment où tu liras ceci, je serai parti, et tu découvriras que tes plans soigneusement élaborés se sont effondrés. Oui, j'étais au courant pour Sarah. J'étais au courant pour le penthouse, les bijoux, les vacances. Je savais tout. Je savais aussi pour le bébé, notre bébé, que j'ai perdu pendant que tu achetais des émeraudes pour ton amante, le fils dont tu n'as jamais su l'existence parce que tu étais trop occupé à construire une nouvelle vie sur les fondations de ma mort pour réaliser que je portais ton fils. Mais cette lettre ne concerne pas la punition, James. Elle concerne la réflexion. Le miroir que je t'ai laissé est très spécial pour moi. Il a appartenu à ma grand-mère, qui l'a donné à ma mère, qui me l'a donné. J'ai vu 3 générations de femmes de ma famille affronter leur vérité, à la fois belle et laide. Maintenant, c'est ton tour. Chaque matin, quand tu te réveilleras,
Je veux que tu te regardes dans ce miroir. Regarde-toi. Vois l'homme qui a pu laisser sa femme mourante seule dans un hôpital, tout en courtisant une fausse infirmière. Vois l'homme qui a pu dépenser l'héritage de sa femme pour son amante pendant qu'elle luttait pour sa vie. Vois l'homme qui a perdu l'opportunité d'être père parce qu'il était trop égoïste pour être mari. Le miroir ne te mentira jamais, James, même si tu as passé toute ta vie à te mentir à toi-même. Et peut-être, juste peut-être, un jour tu le regarderas et tu te verras enfin comme je t'ai vu à la fin. Ne prends pas la peine de chercher l'argent. Il est parti. Ne prends pas la peine d'essayer de contester le testament. Monsieur Davidson l'a rendu incassable. Ne prends pas la peine de courir vers Sarah. Elle sera également partie une fois qu'elle aura réalisé qu'il n'y a plus rien à siroter. Tout ce que tu as maintenant, c'est ton reflet. James, j'espère que tu apprendras à vivre avec ça, avec tout l'amour que j'ai eu autrefois. Emily. Le silence qui suivit fut absolu. James fixa la lettre, puis le miroir, son visage un masque d'horreur, tandis que toutes les implications de sa situation s'enfonçaient. « C'est impossible, » murmura-t-il. « L'argent, le penthouse, est en train d'être saisi en ce moment, » lui dit M. Davidson calmement. « Vos comptes conjoints ont été gelés et la société de gestion immobilière a été informée du changement de propriété. Mademoiselle Powell a déjà reçu un avis d'expulsion, comme si c'était un signal. » Le téléphone de James commença à sonner. Le nom de Sarah apparut sur l'écran, accompagné d'une série de messages, textes de plus en plus frénétiques. « James, il y a des gens dans le penthouse avec des papiers. Ils disent que nous devons partir immédiatement. Qu'est-ce qui se passe avec nos comptes? James, réponde-moi. » Le monde de James continuait de s'effondrer dans cette salle de conférence, tandis que M. Davidson expliquait méthodiquement toute l'étendue des arrangements d'Emily. Non seulement elle avait distribué son héritage, mais elle avait également documenté chaque centime que James avait dépensé pour Sarah, chaque tentative frauduleuse, chaque tentative de cacher de l'argent. « Au fait, » ajouta Olivia d'une voix débordante de satisfaction, le conseil d'administration de l'hôpital a été très intéressé par notre documentation sur les faux diplômes d'infirmière de Sarah. La police lui parle probablement en ce moment même. James s'effondra dans sa chaise, son costume coûteux semblant soudainement pendre à son corps. Il prit le miroir d'une main tremblante, regardant son reflet. Pour la première fois, il sembla vraiment se voir. Non pas l'homme d'affaires prospère qu'il prétendait être, mais le mari infidèle et frauduleux qu'il était devenu. « Il doit y avoir quelque chose, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. « La maison dans les Hamptons, mes comptes d'investissement. »« La maison a été achetée avec l'héritage d'Emily, » expliqua M. Davidson patiemment. « Quant à vos comptes personnels, eh bien, il semble que la plupart de votre argent était destiné à maintenir un style de vie assez coûteux avec Mademoiselle Powell. Les relevés de cartes de crédit sont assez révélateurs. » Le téléphone de James continuait de sonner sans arrêt. Les messages de Sarah devenaient de plus en plus désespérés. « La banque dit que nos comptes sont gelés. Ils disent que les cartes de crédit sont annulées. James, je suis notifié de poursuites judiciaires pour fraude. Où es-tu? » Olivia regarda son beau-frère s'effondrer avec une froide satisfaction. Elle sortit une dernière enveloppe de sa poche. « Emily t'a laissé autre chose pour que tu puisses voir, James. Elle voulait que tu saches exactement ce que tu avais retiré. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des photos d'échographie, des images granuleuses en noir et blanc du bébé qui n'a jamais eu la chance de vivre. La date indiquait qu'elles avaient été prises seulement quelques jours après qu'Emily ait découvert la trahison de James.
Elle portait ton fils pendant que tu achetais à Sarah ce bracelet Cartier, dit Olivia doucement. Elle a perdu le bébé le jour après avoir vu les photos de vous deux ensemble devant la chambre d'hôpital. Elle ne te l'a jamais dit parce que tu ne lui en as jamais donné l'occasion. James regarda les photos d'échographie. Ses mains tremblaient tellement qu'elles faillirent tomber. Dans le reflet du miroir, il pouvait voir son visage se rider, la réalité de ce qu'il avait fait le frappant de toute sa force. M. Davidson s'éclaircit la gorge. « Il y a encore une chose. Emily a fait une déclaration vidéo avant de mourir. Elle a demandé qu'elle soit diffusée maintenant. » Le vidéaste installa un écran et soudain, le visage d'Emily apparut devant eux. Elle était clairement proche de la fin. Son visage était ridé, mais ses yeux étaient brillants d'intention. Sa voix, bien que faible, transmettait une force indéniable. « James, si tu regardes ceci, alors tout s'est déroulé comme prévu. Tu es probablement en colère. Tu te sens probablement trahi. Bien. Maintenant, tu sais ce que ça fait. Mais ce n'est pas seulement une vengeance, c'est la justice. À propos des conséquences, à propos de se regarder dans le miroir et de faire face à la vérité. Je t'aimais, James. Je t'aimais assez pour vouloir amener ton fils dans ce monde, même quand je partais. Mais tu n'as même pas pu me donner la dignité de l'honnêteté dans mes derniers mois. Au lieu de cela, tu m'as fait voir comment tu construisais une nouvelle vie avec une autre personne, utilisant ma mort comme ton tremplin. Le miroir que je t'ai laissé a appartenu aux femmes les plus fortes que j'ai jamais connues. Elles l'ont utilisé pour affronter leur vérité, pour rassembler leurs forces, pour se remettre ensemble quand la vie les détruisait. Maintenant, il est à toi. Utilise-le bien. Et souviens-toi, chaque fois que tu le regardes, que ton reflet est tout ce qu'il te reste de la vie que tu as jetée. La vidéo se termina, et la pièce resta à nouveau silencieuse. Dehors, la neige continuait de tomber sur Manhattan, couvrant la ville d'une toile blanche. Mais, à l'intérieur de cette salle de conférence, le monde de James Harrison était devenu définitivement sombre. Son téléphone avait cessé de sonner. Un rapide coup d'œil montra un dernier message de Sarah. « Ne prends pas la peine d'appeler. J'ai fini. Tu ne vaux pas les poursuites pour fraude. » James reprit le miroir, le fixant comme s'il attendait que son reflet lui montre quelque chose de différent, quelque chose de meilleur que la vérité. Mais Emily avait raison. Les miroirs ne mentent pas. Et à ce moment-là, James Harrison se vit enfin clairement. Un homme qui avait détruit tout ce qu'il avait à la recherche d'une fantaisie qui s'était évaporée comme le brouillard matinal. « Le service de voiture vous attend en bas, » dit M. Davidson à voix basse. « Ils vous emmèneront où vous devez aller, bien que je doive mentionner que le contrat de location de votre appartement était au nom d'Emily. Ces papiers ont également été notifiés. » 2 mois après la mort d'Emily, James Harrison était assis dans un petit studio dans le Queens, loin du luxueux penthouse qu'il avait partagé avec Sarah. Le vieux miroir était accroché au mur d'en face de son lit, exactement où il pouvait le voir à la première heure du matin et à la dernière heure de la nuit, comme Emily l'avait voulu. Les conséquences de la lecture du testament avaient été rapides et impitoyables. Sarah avait complètement disparu, ne laissant que l'odeur persistante de son parfum coûteux et une série de messages vocaux de plus en plus hostiles avant qu'il ne bloque complètement son numéro. La police l'avait interrogé sur ses faux diplômes médicaux, mais elle avait réussi à fuir au Mexique avant qu'il ne puisse déposer de charge. La vie professionnelle de James avait implosé de manière spectaculaire. La nouvelle de son comportement pendant la maladie d'Emily s'était répandue dans les cercles immobiliers de Manhattan. Les anciens clients prenaient leur distance,
les partenaires dissolvaient leurs associations et sa réputation. Avant, elle était dorée. Maintenant, elle était irrévocablement entachée. Aujourd'hui, il se préparait pour son premier entretien d'embauche en 20 ans, non pas pour un poste prestigieux dans le développement immobilier, mais pour un poste de niveau d'entrée dans une petite société de gestion immobilière à Brooklyn. Le costume qu'il portait était l'une des rares choses qu'il avait réussi à préserver de sa vie antérieure, bien que maintenant il pendait. Avant de partir, il fit ce qu'il faisait chaque matin depuis qu'il avait reçu la lettre d'Emily. Il se tint devant le miroir et se regarda. « Que vois-tu » murmura-t-il, faisant écho à la question que son thérapeute, ordonné par le tribunal, lui avait appris à poser. Le thérapeute avait été inspiré par l'idée d'Olivia, une partie de son propre voyage vers la guérison. Elle lui avait également parlé du travail à Brooklyn, bien qu'elle ne puisse toujours pas se forcer à lui parler directement. Le reflet lui renvoya le regard. Un homme d'environ 40 ans, avec des tempes grisonnantes, des lignes profondément marquées autour de la bouche et des yeux. Mais ce sont les yeux qui avaient le plus changé. L'éclat arrogant avait disparu, remplacé par quelque chose de plus sombre, de plus tourmenté. Son téléphone sonna. Un message texte de sa sœur cadette, Kate. Elle était la seule parente qui lui parlait encore, et même elle le tenait à distance. N'oublie pas de manger quelque chose avant l'entretien. Et James, souviens-toi de ce que le Dr. Patterson a dit à propos d'être le propriétaire de ton histoire. Le Dr. Patterson, son thérapeute, avait travaillé avec lui sur la responsabilité. Plus d'excuses, plus de déviations, plus de récits soigneusement élaborés pour se cacher. Seulement la vérité brute et laide de ce qu'il avait fait. Le trajet en métro jusqu'à Brooklyn fut une nouvelle expérience pour un homme qui avait autrefois refusé de voyager n'importe où sans sa voiture privée. Il se retrouva à observer ses compagnons de voyage, s'interrogeant sur leurs histoires, leurs luttes, leurs pertes. Il ne l'avait jamais fait auparavant. Il n'avait jamais vraiment regardé les gens au-delà de ce qu'ils pouvaient offrir. À un arrêt, une jeune femme monta, clairement dans les derniers stades de la grossesse. Quelque chose chez elle rappela à James les photos d'échographie qu'il gardait maintenant dans son portefeuille. Lorsque le train s'arrêta brusquement, elle trébucha légèrement. James se leva immédiatement, lui offrant sa place. « Merci », dit-elle, souriant avec épuisement. « Peu de gens s'en rendent compte maintenant. Je m'en rends compte maintenant, » répondit-il doucement, plus pour lui-même que pour elle. « Je me rends compte de tout maintenant. » L'entretien était prévu dans un modeste immeuble de bureau à Dumbo. James arriva tôt et s'assit dans un petit café de l'autre côté de la rue pour trier ses pensées. La dernière fois qu'il était venu à Brooklyn, c'était pour chercher des sites de développement possibles, des propriétés qu'il avait prévu d'acheter et de vendre en utilisant l'argent d'Emily. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un rappel de son application de thérapie. Réflexion quotidienne. Quelle vérité affrontes-tu aujourd'hui? James sortit son portefeuille, prenant les photos d'échographie qu'il portait maintenant partout avec lui. Elles étaient froissées par l'usage, les bords usés. Il avait demandé à Olivia par l'intermédiaire de Kate si elle en avait d'autres. Elle lui avait envoyé une clé USB qui contenait des centaines de photos d'Emily pendant sa maladie. Des moments où il aurait dû être là, mais il ne l'était pas. « Monsieur Harrison », la voix de la réceptionniste le sortit de ses pensées. « Ils sont prêts pour vous. » La salle d'entretien était petite, avec vue sur le pont de Manhattan, à travers des fenêtres sales. 3 personnes étaient assises à une table pliante. Tom Chen,
le propriétaire de l'entreprise. Maria Rodriguez, la directrice des ressources humaines. Et à la surprise de James, David Turner, un ancien client avec qui il avait travaillé dans sa vie antérieure. « James, » dit David, avec une expression indéchiffrable, « je ne m'attendais pas à voir votre nom sur notre liste de candidats. »« Je ne m'attendais pas à y être non plus, » répondit James honnêtement. « Mais nous y sommes. » En fait, David se pencha en avant. « Pourquoi ne nous dites-vous pas pourquoi vous êtes ici? » Et James, la vraie raison, pas la version polie. James regarda chaque visage autour de la table, puis il prit une profonde inspiration. Les mots de Dr. Patterson résonnèrent dans son esprit. « Ton histoire est laide, mais elle est à toi. Assume-la. Je suis ici parce que j'ai détruit ma vie. » Il commença d'une voix ferme. « J'ai trahi ma femme mourante de la pire façon possible. J'ai gaspillé des millions de dollars qui n'étaient pas à moi de dépenser. Je suis devenu quelqu'un que je peux à peine regarder dans le miroir, même si je dois le faire, chaque jour, parce que ma femme s'en est assurée dans son testament. » La pièce fut silencieuse, tandis que James continuait, exposant chaque détail désagréable de sa chute. Il observa comment les expressions changeaient de dégoût à surprise, à quelque chose comme de la compréhension, tandis qu'il décrivait sa thérapie en cours, ses tentatives de se réparer, ses luttes quotidiennes avec le miroir qui le forçait à se regarder. « Je ne demande pas pardon, » conclut James. « Je ne le mérite pas. Ce que je demande, c'est une opportunité de recommencer, d'être quelqu'un de différent de l'homme que je vois dans ce miroir chaque matin. » David Turner se laissa aller dans sa chaise, étudiant James avec un mélange de mépris et de curiosité. « Pourquoi devrions-nous vous faire confiance? Votre comportement passé montre un manque total d'éthique et de boussole morale. »« Vous ne devriez pas me faire confiance, » répondit James. « Pas encore, je ne l'ai pas mérité, mais je le ferai chaque jour si vous me donnez l'opportunité. » Après l'entretien, James se promena le long de la rivière de Brooklyn, observant l'horizon de Manhattan briller sous la lumière du soleil d'hiver. Son téléphone sonna avec un message de Tom Chen. « Nous devons discuter de quelques détails supplémentaires. Pouvez-vous revenir demain? » Cette nuit-là, tandis que James était assis dans son studio, mangeant de la nourriture à emporter du restaurant chinois en bas, il sortit son journal de thérapie. Le Dr. Patterson avait insisté pour qu'il documente son voyage, non pas pour que quelqu'un d'autre le lise, mais comme une autre forme de réflexion. « Jour 67 sans Emily », écrivit-il. « J'ai rêvé d'elle la nuit dernière, non pas l'Emily de la fin, mince et en colère et sachant tout, mais l'Emily du début, qui riait de mes mauvaises blagues et croyait en moi plus que je ne le méritais. Dans le rêve, elle tenait notre bébé, celui que nous avons perdu, celui dont je n'ai jamais su l'existence, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardé avec ses yeux qui me voyaient toujours, même quand je ne pouvais pas me voir moi-même. » Un coup à sa porte interrompit son écriture. Quand il ouvrit, il trouva Olivia là, l'air mal à l'aise, mais déterminé. « Kate m'a parlé de ton entretien, » dit-elle sans préambule. « J'ai pensé que tu devrais avoir ça. » Elle lui donna une boîte et se retourna pour partir. « Olivia, attends, » l'appela James. « Je sais que ça ne signifie rien, mais je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Elle s'arrêta sans se retourner. « Tu as raison, ça ne signifie rien, mais Emily voulait que tu aies ces choses. Elle gardait tout, tu sais, chaque billet de cinéma, chaque carte d'anniversaire, chaque note stupide que tu lui écrivais. Elle a cru en toi jusqu'à la fin. C'était sa tragédie. » Après qu'elle soit partie, James ouvrit la boîte d'une main tremblante. À l'intérieur, il y avait des photographies, des lettres et de petits souvenirs de sa vie avec Emily. Au fond, il y avait un journal,
le journal d'Emily de son séjour à l'hôpital. Il le lut toute la nuit, les larmes coulant sur son visage, alors qu'il découvrait la femme qu'il n'avait jamais vraiment rencontrée. Elle y écrivait sur ses espoirs pour le bébé, ses peurs de la mort, ses soupçons croissants concernant sa trahison. La dernière entrée était datée de seulement 3 jours avant sa mort. « Cher James, au moment où quelqu'un lira ceci, je serai parti. Le miroir que je te laisse n'est pas seulement une punition, même si Dieu sait que tu le mérites. Il s'agit d'espoir, l'espoir que quelque part, à l'intérieur de l'homme qui a pu me trahir si complètement, il y a toujours l'homme dont je suis tombée amoureuse. L'homme qui m'apportait du café au lit et dansait avec moi dans la cuisine. L'homme qui a promis de m'aimer dans la santé et dans la maladie. Je ne te laisse pas le miroir pour te torturer, James. Je te le laisse pour te sauver, car parfois nous devons tout perdre pour nous retrouver. Avec amour. Toujours. Emily. Le lendemain matin, James retourna au bureau de gestion immobilière. Tom Chen l'attendait seul. « Nous en avons discuté, » dit Tom. « David était contre votre embauche. Maria était indécise. Mais je crois aux deuxièmes chances avec des conditions. Vous commencerez par le bas, salaire minimum, toute plainte, toute indication de comportement répréhensible, et vous êtes dehors. Et vous devrez partager votre histoire avec notre équipe. Toute votre histoire. Ils ont besoin de comprendre avec qui ils travaillent. » James hocha la tête, acceptant chaque condition sans discuter. En sortant du bureau avec son nouveau manuel de l'employé, il vit son reflet dans les portes vitrées de l'immeuble. Pour la première fois depuis la mort d'Emily, il ne détourna pas le regard immédiatement. Cette nuit-là, il s'assit à son petit bureau et commença à écrire. « Chère Emily, aujourd'hui, j'ai recommencé. Non pas parce que je le veux, mais parce que tu as rendu impossible de continuer à être l'homme que j'étais. Le miroir que tu m'as laissé ne reflète plus seulement mon visage, il reflète mon âme. Et peut-être, juste peut-être, cela commence aussi à changer. Je ne me pardonnerai jamais ce que je t'ai fait. Je n'arrêterai jamais de regretter la famille que nous aurions pu avoir. Mais je te promets ceci. Chaque jour, je me regarderai dans ce miroir et j'essaierai d'être meilleur que je ne l'étais la veille. Non pas pour moi, mais pour toi. Pour le bébé que nous avons perdu. Pour l'homme que tu as toujours cru que je pourrais être. Toujours repentant, James. Un an environ après la mort d'Emily, James se tenait devant le miroir de son studio, ajustant la cravate de son costume nouvellement acheté. Il n'était plus de marque de créateur. Ses jours étaient passés. Mais il était propre et professionnel. Proprié pour l'événement à venir. Aujourd'hui s'inaugurait la salle commémorative Emily Harrison à l'hôpital Mount Sinai, financée par l'argent qu'elle avait laissé au département d'oncologie. James avait été invité, non pas comme invité d'honneur, mais comme une histoire d'avertissement. Une partie de sa thérapie et de son voyage de rédemption avait impliqué de parler à des cours d'éthique médicale sur la vulnérabilité du patient et la trahison de la confiance. Lorsque le conseil d'administration de l'hôpital apprit ces présentations, ils décidèrent que son histoire devrait faire partie de la cérémonie d'ouverture. Son téléphone vibra avec un message texte de Kate. « Es-tu sûr de vouloir faire ça? Il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. » James regarda son reflet pour la dernière fois. La dernière année l'avait considérablement vieilli. Ses cheveux étaient plus gris que bruns maintenant, et les lignes autour de ses yeux s'étaient approfondies. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose qui n'avait pas été là avant. Peut-être un but, ou peut-être juste le poids d'un remords véritable. « Je suis sûr,
lui répondit-il par message texte. Emily voudrait que je sois là, non pas pour moi, mais pour la vérité. La cérémonie était prévue pour midi, mais James arriva au Mont Sinaï 2 heures plus tôt. Il voulait parcourir les couloirs familiers une dernière fois, pour se souvenir de tout ce qu'il s'était tant efforcé d'oublier pendant la maladie d'Emily. Alors qu'il passait devant l'étage d'oncologie où Emily avait passé ses derniers mois, il vit un visage familier. La Dre Rachel Chen, l'oncologue d'Emily. Elle parlait à un jeune couple, son expression compatissante, mais sérieuse. James resta en retrait, observant la scène. La femme était clairement au premier stade du traitement contre le cancer, sa tête enveloppée dans un foulard coloré, similaire à ceux qu'Emily utilisait. Son mari lui tenait fermement la main, son visage un masque d'inquiétude et d'amour. La vue frappa James comme un coup de poing physique. Cela aurait dû être lui avec Emily, présent, inquiet, aimant. Au lieu de cela, il avait planifié des vacances avec Sarah, dépensant l'argent d'Emily pour des luxes pendant qu'elle luttait pour sa vie seule. Monsieur Harrison, il se retourna pour trouver la Dre Chen debout derrière lui, son expression prudente. Dre Chen, je voulais juste... Je sais pourquoi vous êtes ici, dit-elle doucement. La cérémonie, je vais aussi parler. Elle fit une pause, étudiant son visage. Vous avez l'air différent. Je suis différent, répondit-il. Trop tard, mais différent. La Dre Chen hocha lentement la tête. Emily parlait de vous, vous savez, même après qu'elle ait su pour la romance. Elle me parlait de l'homme que vous étiez, avant que l'argent et le succès ne vous changent. Elle n'a jamais cessé de croire que cet homme était toujours là quelque part. James sentit les larmes lui piquer les yeux. Je ne méritais pas sa foi. Non, acquiesça la Dre Chen. Vous ne la méritiez pas, mais c'est ça la foi, Monsieur Harrison. Il ne s'agit pas de mériter. Il s'agit de croire en la possibilité. Elle vérifia sa montre. La cérémonie commence dans 2 heures. Êtes-vous prêt à affronter tout le monde? La grande cérémonie d'inauguration se déroula dans l'auditorium principal de l'hôpital. La salle était remplie de donateurs, de personnel médical et de représentants des médias. Au premier rang se trouvait Olivia, qui avait dirigé une grande partie du développement de l'aile commémorative. Elle ne regarda pas James tandis qu'il prenait son siège assigné près du fond. Le chef de la médecine de l'hôpital ouvrit l'événement avec un discours sur le progrès et l'espoir. Vint ensuite la Dre Chen, qui parla du courage d'Emily pendant son traitement. Finalement, ce fut le tour de James. Alors qu'il marchait vers le podium, un silence tomba sur la foule. Beaucoup d'entre eux connaissaient son histoire. Elle avait fait les journaux locaux lorsque tout s'était écroulé. Le riche promoteur immobilier, qui a trahi sa femme mourante, a dépensé son héritage pour son amante, seulement pour tout perdre dans un acte de justice poétique. James appuya ses mains sur le podium, respirant profondément. Dans sa poche, il portait la photo d'échographie usée qu'il emportait toujours maintenant. Aujourd'hui, il avait ajouté quelque chose d'autre, la dernière photo prise d'Emily, souriant faiblement depuis son lit d'hôpital, ses yeux toujours pleins de lumière. « Mon nom est James Harrison », commença-t-il, d'une voix ferme. « Et je suis ici aujourd'hui non pas comme une histoire de succès, mais comme un avertissement. Il y a 1 an, je me trouvais dans ce même hôpital, dans une chambre à l'étage. Et j'ai pris la décision consciente de trahir la personne qui avait le plus besoin de moi. J'avais tout, continua James, sa voix résonnant dans l'auditorium silencieux. Une carrière réussie, une belle maison. Le plus important, une femme qui m'aimait inconditionnellement. Emily était le genre de personne qui voyait le meilleur en tout le monde, surtout en moi, même quand je lui donnais toutes les raisons de ne pas le faire. Il sortit la photo d'Emily à l'hôpital
et la tint pour que l'auditoire la voie. Ceci est la dernière photo prise de ma femme. Pendant qu'elle prenait cette photo, j'étais de l'autre côté de la ville, choisissant des bijoux pour mon amante, avec l'argent de l'héritage d'Emily. Pendant qu'Emily luttait pour sa vie dans cet hôpital, je planifiais un futur avec une autre femme. Pendant qu'elle portait notre enfant à naître, un enfant dont je n'ai jamais su l'existence jusqu'à après sa mort, je trahissais chaque promesse que je lui avais faite. Au premier rang, Olivia s'était finalement tournée pour le regarder, son expression illisible. À ses côtés était assis M. Davidson, l'avocat qui avait aidé Emily à orchestrer son dernier acte de justice. Emily m'a laissé 2 choses dans son testament, continua James, sa voix rauque d'émotion. Une lettre et un miroir. La lettre m'a dit la vérité sur moi-même, des vérités que j'avais évitées pendant des années. Et le miroir fut son coup de maître, car elle savait que ma véritable punition ne serait pas de perdre l'argent ou le style de vie, ou même ma réputation. Ce serait de devoir me regarder moi-même tous les jours et de voir ce que j'étais devenu. Il fit une pause, sortant la photo d'échographie. Ceci est le fils que nous avons perdu. Emily portait ce bébé pendant que je détruisais notre mariage. Elle l'a perdu le jour où elle a découvert ma trahison. Une autre vie que je suis responsable d'avoir terminée. L'auditorium resta dans un silence sépulcral. À l'arrière, plusieurs journalistes prenaient frénétiquement des notes. L'aile commémorative Emily Harrison. Il ne s'agit pas seulement de fournir des soins aux patients atteints de cancer. Il s'agit de les protéger lorsqu'ils sont les plus vulnérables. Il s'agit de se souvenir que derrière chaque diagnostic se trouve un être humain qui mérite loyauté, amour et respect. Emily l'a compris. Elle l'a vécu. Et dans son dernier acte, elle s'est assurée que son héritage aide les autres quand ils en avaient le plus besoin. La voix de James se brisa tandis qu'il continuait. Je travaille maintenant à Brooklyn, dans une petite entreprise de gestion immobilière. Tous les matins, je me regarde dans le miroir d'Emily avant d'aller travailler. Toutes les nuits, je me regarde à nouveau avant de me coucher. Et lentement, très lentement, je commence à voir quelque chose de différent dans mon reflet. Pas la rédemption. Je ne la mérite pas. Mais peut-être quelque chose qui ressemble à la compréhension. Compréhension de ce que j'ai perdu, ce que j'ai jeté par-dessus bord et ce que je ne pourrai jamais réparer. Il remarqua un mouvement dans l'auditoire. Sarah s'était glissée à l'arrière de l'auditorium. Elle avait l'air différente maintenant, moins soignée, plus réelle. Leurs yeux se croisèrent brièvement avant qu'elle ne détourne le regard. Le dernier cadeau d'Emily pour moi n'a pas été une punition, bien que je la méritais. Ce fut l'opportunité de me confronter à moi-même, vraiment, chaque jour, de voir non seulement qui j'étais, mais qui j'aurais pu être, qui je pourrais devenir. Les larmes coulaient librement maintenant, tant dans l'auditoire que sur la scène. James sortit le journal d'Emily, l'ouvrant à la dernière page. Emily a écrit quelque chose dans ces derniers jours que j'aimerais partager. Elle a écrit « L'amour n'est pas une question de grands gestes ou de cadeaux coûteux. Il s'agit d'être là. Il s'agit de choisir de rester quand partir serait plus facile. Il s'agit de voir le meilleur en quelqu'un, même quand il ne peut pas le voir en lui-même. » Il referma le journal avec soin. J'ai échoué à toutes ces choses. J'ai choisi le chemin facile. J'ai choisi le luxe plutôt que la loyauté, le confort plutôt que l'engagement. Et ce faisant, j'ai perdu quelque chose de beaucoup plus précieux que l'argent ou le statut. J'ai perdu l'opportunité d'être l'homme qu'Emily a toujours cru que je pouvais être. Au premier rang, Olivia pleurait ouvertement. À ses côtés,
La Draychen se pencha pour lui serrer la main. Cette aile servira des milliers de patients dans les années à venir. Ici, ils recevront un traitement, trouveront de l'espoir, peut-être même la guérison. Mais j'espère qu'ils trouveront aussi autre chose. Le type de compassion et de dignité qu'Emily a montré même dans ses moments les plus sombres. Parce que pendant que j'étais occupé à la trahir, elle était occupée à planifier comment sa souffrance pourrait aider les autres. James s'éloigna du podium, mais se retourna ensuite pour une dernière pensée. Il y a un miroir dans mon appartement qui me montre qui je suis, mais dans chaque reflet de cet immeuble, dans chaque fenêtre, sur chaque surface brillante, j'espère que les gens verront qui ils pourraient en être. C'était le cadeau d'Emily, non seulement pour moi, mais pour tous ceux que sa vie a touchés. Tandis qu'il retournait à son siège, les applaudissements furent dispersés et incertains. Ce n'était pas le genre de discours auquel les gens savaient comment réagir. Mais la réaction n'était pas le but. La vérité l'était. Après la cérémonie, tandis que les gens quittaient l'auditorium, Sarah s'approcha de lui. Elle avait l'air plus âgée, plus usée, mais d'une certaine manière, plus authentique qu'elle ne l'avait été pendant leur aventure. « J'ai entendu dire que vous travailliez maintenant à Brooklyn, » dit-elle doucement. « Gestion immobilière. »« Niveau d'entrée, » répondit-il. Elle hocha la tête. « Je suis dans le New Jersey. J'enseigne les soins infirmiers, légitimement cette fois. En fait, je suis retourné à l'école pour ça. »« Bien, c'est bien. » Ils restèrent dans un silence inconfortable pendant un moment, avant que Sarah ne reprenne la parole. « Vous demandez-vous parfois ce qui se serait passé si nous n'avions pas... »« Non, » interrompit James avec fermeté. « Je ne le fais pas, parce que me demander cela signifie me demander s'il y a jamais eu une bonne façon de faire le mal. Il n'y en a pas eu. » Sarah hocha de nouveau la tête, comprenante. « Le miroir, » dit-elle, « celui qu'Emily vous a laissé. L'avez-vous toujours? C'est la première chose que je vois chaque matin et la dernière chose que je vois chaque nuit. Ça aide? » James y réfléchit un instant. « Ça n'améliore rien. Ça ne répare pas ce que nous avons fait. Mais ça m'assure que je ne l'oublierai jamais. Et peut-être, c'est le but. » Tandis que Sarah s'éloignait, Olivia s'approcha. C'était le plus proche qu'ils aient été l'un de l'autre depuis des mois. « Emily aurait apprécié le discours, » dit-elle sèchement. « Pas pour l'excuse, mais pour la vérité. »« Je n'attends pas de pardon, » répondit James. « Bien, car vous n'en obtiendrez pas. » Elle marqua une pause. « Mais Emily croyait aux deuxièmes chances. Pas de deuxième chance pour ce que vous aviez. Ça, c'est parti pour toujours, mais de deuxième chance pour être quelqu'un de différent. Quelqu'un de meilleur. » Elle lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une clé. « La maison dans le Connecticut, » expliqua-t-elle. « Celle qu'Emily aimait. Je vais la vendre. J'ai pensé. J'ai pensé que vous voudriez peut-être dire au revoir d'abord. Emily était heureuse là-bas avant tout ça. Peut-être avez-vous besoin de la voir une dernière fois. » Le voyage vers la maison du Connecticut emmena James le long de routes rurales, sinueuses, couvertes de neige de début de printemps. Presque 18 mois s'étaient écoulés depuis la mort d'Emily, et le monde avait avancé de manière subtile et profonde. L'aile commémorative Emily Harrison était maintenant pleinement opérationnelle, aidant des dizaines de familles à naviguer dans leur parcours contre le cancer. Le petit appartement de James dans le Queens s'était lentement transformé en quelque chose qui ressemblait à un foyer. Et le miroir, le dernier cadeau d'Emily, était devenu moins une punition qu'un rappel quotidien. Il arriva à la maison coloniale blanche familière juste au coucher du soleil. C'était leur refuge de week-end, l'endroit où ils avaient prévu de prendre leur retraite un jour.
Emily avait aimé le jardin, passant d'innombrables heures à cultiver ses roses et à planifier de futurs projets paysagers qu'elle n'arriverait jamais à terminer. La clé était lourde dans sa main, tandis qu'il s'approchait de la porte d'entrée. À l'intérieur, la maison était exactement comme il l'avait laissée cet été dernier avant le diagnostic d'Emily. Son journal de jardinage était toujours dans une pile ordonnée sur la table basse. Sa couverture préférée restait drapée sur le fauteuil près de la fenêtre. L'air sentait légèrement les sachets de lavande qu'elle avait l'habitude de faire et de cacher dans les tiroirs de la maison. James se déplaça lentement dans les pièces. Les souvenirs l'envahissaient à chaque pas. La cuisine où ils préparaient le petit déjeuner du dimanche ensemble. Le bureau où Emily corrigeait les travaux de ses cours de littérature pendant qu'il révisait les contrats de propriété. Le solarium où elle lui avait parlé pour la première fois de son cancer et où il lui avait promis d'être là pour elle. Une promesse qu'il avait rompue de la pire manière possible. À l'étage, il se retrouva debout à l'entrée de ce qui était censé être la chambre du bébé. Ils avaient parlé d'avoir des enfants pendant des années, disant toujours « un jour », jusqu'à ce que ce « un jour » soit épuisé. Maintenant, sachant pour le bébé qu'ils avaient perdu, la pièce vide se sentait comme une autre accusation. Son téléphone vibra, un message texte de sa thérapeute, la Dre Patterson. « Souviens-toi pourquoi tu es là, non pas pour te punir, mais pour affronter la vérité et avancer. » Dans la chambre principale, James trouva le journal d'Emily d'avant sa maladie. Il était différent du journal de l'hôpital qu'il portait maintenant avec lui. Celui-ci était rempli de vie, d'espoir et de plans futurs. La dernière entrée était datée de seulement 3 jours avant son diagnostic. James a été distant dernièrement. « Travail, dit-il. Toujours travail. Mais il y a autre chose, quelque chose qu'il ne me dit pas. Je le surprends à vérifier son téléphone plus souvent, souriant à des messages que je ne suis pas censé remarquer. Il y a des fois où il pense que je dors et il se lève du lit pour prendre des appels dans le couloir. Je me dis que c'est le travail, qu'il est juste stressé par le nouveau projet de développement. Je me dis que 15 ans d'amour et de confiance ne peuvent pas se tromper. En plus, nous allons bientôt essayer d'avoir un bébé. Il sera un père merveilleux. » Les mots se brouillèrent tandis que les larmes lui remplissaient les yeux. Il s'assit lourdement au bord du lit, leur lit, et sortit le miroir de son sac de messager. Il l'avait apporté avec lui, sachant qu'il en aurait besoin pour ce moment. Dans son reflet, il ne vit pas seulement lui-même, mais le fantôme de qui il était. L'homme qui avait été dans cette même pièce et avait promis à Emily pour toujours. L'homme qui l'avait soutenu à travers les traitements de fertilité et les déceptions, disant toujours la prochaine fois, jusqu'à ce que le cancer leur enlève toute leur prochaine fois. Un coup à la porte le fit sursauter. Il descendit les escaliers et trouva Olivia debout sur le porche, son souffle visible dans l'air froid. « J'ai pensé que je te trouverais ici, » dit-elle, entrant sans attendre une invitation. « Kate m'a dit que tu avais pris un jour de congé. »« J'avais besoin de le voir une dernière fois, » répondit James, avant qu'elle ne le vende. Olivia hocha la tête, regardant autour de l'espace familier. « As-tu trouvé ce que tu cherchais? »« J'ai trouvé plus que ce à quoi j'étais préparé. » Ils restèrent dans un silence inconfortable jusqu'à ce qu'Olivia reprenne la parole. « J'ai trouvé quelque chose parmi les affaires d'Emily, quelque chose qu'elle voulait que tu aies. Mais je n'étais pas prête à te le donner avant maintenant. » Elle sortit une enveloppe de la poche de son manteau. Elle l'a écrit le jour où elle a appris pour le bébé, avant qu'elle ne sache pour Sarah, avant que tout ne s'écroule. James prit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de la main fluide d'Emily.
le papier froissé comme s'il avait été mouillé de larmes. Mon très cher James, je suis assise dans notre chambre dans le Connecticut, tandis que j'écris ceci, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs qui me rappelle notre premier rendez-vous. Tu te souviens? Nous avons marché dans Central Park, tandis que les feuilles d'automne changeaient de couleur. Et tu as dit que le ciel semblait célébrer avec nous. Tu as toujours eu une façon avec les mots quand tu le voulais. Aujourd'hui, j'ai appris que je suis enceinte. Notre bébé miracle, celui que nous avions cessé d'espérer il y a 4 ans. Je ne te l'ai pas encore dit. Je voulais trouver la manière parfaite de partager cette nouvelle. Peut-être ici, dans notre maison de week-end, où nous avons tant de fois parlé de la famille que nous voulions construire. Mais quelque chose change entre nous, n'est-ce pas? Je sens que tu t'éloignes, devenant quelqu'un que je ne reconnais plus tout à fait. Il y a des moments où je te surprends à regarder ton téléphone, souriant à des messages que tu effaces rapidement. Des fois où tu penses que je dors et tu te glisses hors du lit pour prendre des appels dans le couloir. Je me dis que c'est le travail, que tu es juste stressé par le nouveau projet de développement. Je me dis que 15 ans d'amour et de confiance ne peuvent pas se tromper. J'écris cette lettre parce que je veux me souvenir de ce moment parfait et plein d'espoir avant ce qui viendra après. Parce que quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je crois en toi. Pas seulement dans l'homme d'affaires prospère que tu es devenu, mais en l'homme qui est en dessous. L'homme qui m'apportait du café au lit juste parce que. L'homme qui a appris à prendre soin du jardin parce qu'il savait que ça me rendait heureuse. L'homme qui m'a soutenu à travers 3 fausses couches et voulait toujours essayer à nouveau. Cet homme est toujours là, James. Je dois le croire parce que ce bébé mérite de connaître cette version de toi. Le vrai toi, pas la personne que tu as fait semblant d'être dernièrement. Si tu lis ceci, cela signifie que quelque chose s'est produit, soit quelque chose de merveilleux, soit quelque chose de terrible. De toute façon, je veux que tu te souviennes qui tu es, non pas qui le monde pense que tu es, ou qui tu penses que tu as besoin d'être, mais qui tu es dans ton cœur. Je t'aime, James. Je t'aime assez pour pardonner ceux qui souhaitent venir. Je t'aime assez pour croire que tu trouveras le chemin du retour vers toi-même, même si je ne suis pas là pour le voir. Toujours tienne, Emily. James s'effondra sur le sol, la lettre serrée contre sa poitrine. Olivia le regardait, ses propres larmes coulant librement maintenant. Elle ne l'a jamais envoyée, dit Olivia doucement. Elle a appris pour Sarah le lendemain. Tout a changé après ça. Pourquoi me donnes-tu ça maintenant? Demanda James d'une voix rauque. Parce qu'Emily avait raison sur une chose. Tu as trouvé le chemin du retour vers toi-même. Trop tard pour elle. Trop tard pour le bébé. Mais peut-être pas trop tard pour autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Olivia prit une profonde inspiration. L'aile commémorative. Ils commencent un programme pour les familles de patients atteints de cancer, des groupes de soutien, des ressources de conseil. Ils veulent que quelqu'un parle aux familles de ce qu'il ne faut pas faire, de la façon d'être là pour leurs proches. Ils veulent de vous. James la regarda avec incrédulité. Moi? Après tout ce que j'ai fait? Pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez fait depuis, vous êtes la preuve vivante du pire et du meilleur de la nature humaine. Elle marqua une pause. Emily voudrait que vous le fassiez. James ressortit le miroir, étudiant son reflet sous la lumière mourante. Le visage qui lui renvoyait le regard était plus vieux, plus triste, mais d'une certaine manière plus réel qu'il ne l'avait été depuis des années. « Je le ferai, » dit-il. Finalement, non pas pour la rédemption. Je ne mérite pas ça, mais pour la vérité.
pour Emily. Olivia hocha la tête. La maison sera mise sur le marché la semaine prochaine, mais le jardin d'Emily, j'ai pensé que vous pourriez peut-être aider à le maintenir, non pas à le posséder, mais juste à le maintenir en vie pour elle. Tandis qu'il marchait dans la maison pour la dernière fois, éteignant les lumières et fermant les portes, James s'arrêta à la porte de la chambre du bébé. « Penses-tu qu'elle le savait ?» demanda-t-il quand elle a tout planifié avec le miroir, avec le testament. « Penses-tu qu'elle savait que je finirais par comprendre ?» Emily voyait toujours le meilleur chez les gens, répondit Olivia, même quand ils ne pouvaient pas le voir en eux-mêmes. Elle lui toucha brièvement le bras, le premier contact volontaire qu'elle avait initié depuis la mort d'Emily. Ne gaspille pas sa foi en toi. Pas encore. Dehors, la neige avait recommencé à tomber, couvrant le jardin endormi d'Emily d'un manteau blanc. James rangea soigneusement la lettre dans sa poche, à côté de la photo d'échographie qu'il portait toujours. Dans son autre poche, le miroir pressait contre son cœur comme un rappel. « Adieu, Emily », murmura-t-il à la maison vide. « Je suis désolé de ne pas avoir pu être celui dont tu avais besoin quand ça comptait, mais je te promets, je te jure, que je serai celui que tu as toujours cru que je pouvais être. Chaque jour, pour le reste de ma vie, je me regarderai dans ton miroir et j'essaierai de voir ce que tu voyais. » Tandis qu'il s'éloignait, la maison devenant plus petite dans son rétroviseur, James sentit quelque chose changer en lui. Pas le pardon. Il ne se pardonnerait jamais. Pas la rédemption, qui n'était pas à lui de réclamer. Mais peut-être quelque chose qui ressemblait à un but, une opportunité de transformer sa plus grande honte en quelque chose de significatif, d'aider les autres à éviter ses erreurs, de maintenir vivant l'héritage d'Emily, de manière qu'elle aurait pu souhaiter. Historias como esta tienen el poder de tocar el corazón e iluminar la mente. Si te conmovió, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos capítulos de este emocionante viaje. Siempre hay otra historia que puede alegrarte el día, y quién sabe, el próximo video podría ser justo lo que necesitas. Haz clic ahora y nos vemos allí.